Bonjour à toutes et à tous. J'ai une grande nouvelle, je m'installe en cabinet libéral. Pour ce faire, vous devez vous aussi y être habitué, j'ai des tas de paperasses à faire. Et on me demande un titre. J'ai donc mis ce qu'indiquait mon diplôme, psychologue spécialisé en TECC. Mais bon, j'ai remarqué que les TCC, c'est un concept qui est loin de parler à tout le monde. Alors aujourd'hui, je me suis dit que j'allais un peu lever le mystère. C'est parti. Avant de vous expliquer les principes de base des TECC, je vais commencer par vous conter la fabuleuse histoire des TECC. Et avant même de vous raconter cette histoire, une petite précision s'impose. Lorsque je dis TECC, entendez par là thérapie émotionnelle cognitivo-comportementale. Un nom bien barbare, je le conçois, et c'est pour cela que nous allons tenter de le dompter aujourd'hui. Il était une fois, non pas une princesse endormie, non pas un preux chevalier, non pas un dragon colérique, mais la psychologie. Pour rappel, la psychologie apparaît à la fin du XIXe siècle. Depuis, de nombreuses branches sont nées, dont les TECC. Ces thérapies émotionnelles cognitivo-comportementales, donc, sont le résultat de l'émergence successive de trois vagues scientifiques, disons. La première vague correspond au comportementalisme. Le père fondateur du behaviorisme, Watson, introduit la psychologie comme la science qui étudie les comportements observables. À la suite, Pavlov décrira le conditionnement classique, qu'il explique avec sa fameuse expérience du chien. Un stimulus inconditionné, la vue de la nourriture par le chien, entraîne une réponse inconditionnée, c'est-à-dire spontanée, naturelle, innée, ici la salivation du chien. Lorsqu'un stimulus neutre, c'est-à-dire n'ayant fait l'œuvre d'aucun apprentissage, comme le son d'une cloche, est associé au stimulus conditionné, la nourriture. Celui-ci devient au fur et à mesure un stimulus conditionné, c'est-à-dire qui entraîne la réponse conditionnée, ici donc la salivation du chien. Et ce, même sans la présentation du stimulus inconditionné, qui est la nourriture. Au final, le simple son de la cloche fait saliver le chien sans lui montrer de la nourriture. C'est donc un apprentissage par association qui est réalisé ici. Voici un autre exemple. Quand vous montrez la laisse à votre chien, il est tout content, sans même sortir dehors, car il a associé la laisse au fait d'aller se promener. Par ailleurs, Skinner a étudié le conditionnement opérant, qui est une autre façon d'apprendre. Thorndike énonce qu'un comportement est fonction de ses conséquences sur l'environnement. En clair, si le comportement apporte quelque chose de favorable à l'organisme, celui-ci a plus de probabilité de le reproduire. Par exemple, quand j'étais petite, j'allais chez mon oncle boulanger, qui me disait toujours « un bisou, un malabar ». Doutez-vous bien que depuis ce temps, chez moi la bise, c'est 4. A l'inverse, si le comportement a des effets défavorables sur l'organisme, ce dernier tendra vers l'arrêt du comportement. C'est typiquement l'exemple de l'enfant qu'on punit. Il ne fera plus la bêtise commise. Ces deux théories de l'apprentissage sont souvent utilisées de nos jours et font notamment leurs preuves au sein de la population autiste ou encore même chez les éleveurs d'animaux. La deuxième vague vient du cognitivisme. La cognition réfère tout simplement à la pensée. C'est donc un courant qui s'intéresse plus au comportement couvert, comme on dit, c'est-à-dire non visible par des personnes extérieures. Cette approche s'est développée via la théorie du traitement de l'information d'Ellis, puis avec la théorie émotionnelle rationnelle de Beck. En gros, ces modèles postulent qu'un événement va activer des croyances, c'est-à-dire des pensées plutôt inconscientes, car gravées dans notre fort intérieur à partir d'expériences passées depuis notre plus tendre enfance. Des processus cognitifs vont traiter ces informations pour nous amener à penser, à interpréter ce qui est en train de se passer. Ceci aura pour conséquence les réactions cognitives, émotionnelles et comportementales, c'est-à-dire qu'on pensera à quelque chose, qu'on ressentira des affects et qu'on émettra des comportements. Cette approche s'est très bien soulignée dans le film d'animation Vice Versa, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui change de domicile. Et croyez-moi, dans sa tête aussi, ça va déménager. Enfin, la troisième vague concerne les émotions. Il faut savoir que 80% de nos communications concernent les émotions. De plus, les émotions influencent nos pensées, nos comportements et notre motivation à s'investir dans telle ou telle occupation.
La psychologie ne pouvait pas passer à côté de quelque chose d'aussi important. Et les psychothérapies centrées sur l'affectivité se développent encore avec les thérapies d'acceptation et d'engagement, dites ACT, ou encore les thérapies basées sur la pleine conscience. Nous allons voir maintenant quels sont les grands principes des TECC. Déjà, comme son nom l'indique, les thérapies émotionnelles cognitivo-comportementales soulignent le fait que les émotions, les pensées et les comportements sont en interaction et qu'en fonction de cette interaction, les événements que nous vivrons seront interprétés d'une façon ou d'une autre. Un dysfonctionnement de ce schéma amène à des difficultés de vie ou des troubles psychologiques. Je ne sais pas si on peut véritablement parler de principe, mais ce qui me plaît et que je trouve super important dans les TCC, c'est l'autonomisation des patients. On tente un maximum de travailler ensemble, en collaboration. Et c'est ce qui fait une force majeure des TECC. Déjà car le psychologue est spécialiste de ces thérapies et que le patient, lui, est spécialiste de sa personne. Donc par association, les techniques utilisées sont adaptées du mieux possible à chaque personne. Ensuite, cette autonomisation permet en partie l'efficacité des TECC à court et à long terme. C'est la personne qui gouverne sa vie. Pour ce faire, le premier principe des TECC, c'est ce qu'on appelle la psychoéducation. En gros, c'est l'explication du trouble, de son fonctionnement, de ses manifestations, causes et conséquences, ainsi que des thérapies connues comme efficaces. Comme dit l'adage, il est plus simple de combattre un ennemi que l'on connaît. Un deuxième grand principe des TECC, c'est l'auto-observation. C'est le moment de se poser, d'observer pour bien comprendre notre fonctionnement spécifique et savoir où et quand intervenir de manière efficace et adaptée. Pour ce faire, le psychologue TCCiste utilise des analyses fonctionnelles, un nom encore une fois barbare, pour désigner le fait qu'on interroge notre fonctionnement habituel. Ensuite, plusieurs principes s'offrent aux psychologues en fonction de ce que nous dit l'observation et en fonction des connaissances que les TCC ont acquis au fil des années et qu'on a vu tout à l'heure, comme les modèles de l'apprentissage ou les modèles du traitement de l'information. De là, on peut proposer une exposition où la personne va à son rythme affronter ses peurs pour constater que ces dernières sont irrationnelles. On peut également réaliser des activations comportementales, c'est-à-dire proposer à la personne de s'investir, encore une fois à son rythme, à des activités qui lui procurent satisfaction ou sentiment d'efficacité, pour retrouver une envie et joie de vivre. Ce ne sont que 2 exemples de techniques utilisées et il en existe évidemment de nombreux autres. Voilà, j'espère avoir démocratisé ne serait-ce qu'un chouïa ce que sont les TECC et que ces thérapies ne vous sembleront plus aussi barbares. Avant de finir, je voudrais attirer votre attention sur le fait que même si cela a l'air simple comme ça à expliquer en 10 minutes, il s'agit bel et bien de thérapies qui nécessitent des connaissances et compétences spécifiques et qui engagent la responsabilité de celui qui les utilise. C'est pourquoi pour exercer, le psychologue doit être titulaire d'un diplôme qu'il reçoit après 5 années d'études supérieures à l'université. De plus, le psychologue reçoit un numéro ADELI, au même titre que tous les professionnels de santé français. Je vous rappelle donc que cette vidéo a pour principal but de démocratiser la psychologie du XXIe siècle et qu'elle n'a nullement l'ambition de remplacer des séances en compagnie de thérapeutes qualifiés. N'hésitez pas à consulter si le besoin s'en fait ressentir. Je vous invite également à aimer la page Facebook Psych et Déclic où vous pourrez trouver des informations supplémentaires et des réponses à vos questions. Comme personne n'est parfait, je vous invite également à y poster vos critiques, vos remarques et pourquoi même pas des thèmes qui vous intriguent et qui pourraient faire le sujet d'une prochaine vidéo. Bonne journée à tous!